Jean-Michel, Patrice, Linda, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler entrepreneuriat pour cette nouvelle table ronde de Capsule. Donc on va parler entrepreneuriat, on va parler entreprise en Corse et aujourd'hui, on va parler entreprendre dans l'ESS. Qu'est-ce que l'ESS et toutes ces questions, on va y revenir tout de suite. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle table ronde de Capsule. Alors, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Minicogne, qui est directeur de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, toi et ton équipe, vous animez le réseau des structures de l'ESS en Corse à travers des réunions, des événements et même des formations. Donc, je reviens tout de suite vers toi pour qu'on en parle un peu plus. Patrice Pellegrin, merci d'avoir accepté cette invitation. Directeur de l'association Falepa Corsica, donc, qui gère 6 chantiers d'insertion qui sont le pôle mobilité, la recyclerie, l'atelier menuiserie, l'atelier rénovation d'intérieur, celui des espaces verts et du patrimoine et l'atelier Precious Plastique. Très intéressant tout ça. Nous sommes ravis de t'avoir à nos côtés. Et enfin, l'incontournable Linda Gendre Perret. Donc, on t'a déjà présenté, on te représente et c'est avec grand plaisir. Tu es une ancienne journaliste économique de Corse et tu étais observatrice des entreprises corse. Et tu es à présent accompagnatrice à la M3E de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. C'est pour simplifier au maximum ce CV qui durerait, je ne sais pas, 24 heures à défiler ce CV. Bon, du coup, on revient avec Jean-Michel qui va nous présenter ce qu'est l'ESS au final. Alors, l'économie sociale et solidaire, enfin, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et ce sont des entités économiques qui sont sous des formes juridiques diverses, mais on retrouve principalement des associations, des sociétés coopératives, des mutuelles, des fondations et parfois même des entreprises qui ont inscrit dans leur statut un caractère social et solidaire. Donc, je sais qu'il y a 3 buts à une entreprise sociale et solidaire. Donc, il y a le but non lucratif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement des porteurs de projets uniquement, mais c'est l'enrichissement de la structure. Effectivement, en fait, il y a 3 grands principes qui régissent l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a celui-ci que tu évoques, qui est la lucrativité encadrée ou la lucrativité limitée. Donc, ça veut dire que si une structure de l'économie sociale et solidaire, pour donner un exemple, si une association réalise des bénéfices en fin d'année, ces bénéfices ils vont être injectés dans le projet associatif. Ok. Deuxième point de l'économie sociale et solidaire, c'est la gouvernance démocratique et participative. Alors en effet, le deuxième point, et c'est un point essentiel et fondamental pour l'économie sociale et solidaire, c'est la participation d'un plus grand nombre de décisions stratégiques d'une structure. Donc ça veut dire qu'au sein d'une gouvernance, au sein d'une instance telle qu'une assemblée générale ou un conseil d'administration ou d'un bureau, il y a plusieurs personnes qui vont définir les orientations d'une structure et qui vont participer aux décisions principales d'une structure. Et ça, c'est une spécificité que ne connaissent pas véritablement les entreprises classiques secteur marchand, puisque généralement, c'est un seul gérant qui va prendre les décisions pour l'ensemble des salariés. Oui, ou au nombre de pourcentage de parts. Voilà, là, c'est une personne égale une voix. Tout à fait. Et participative, c'est-à-dire qu'on va tous être engagés dans le projet. Absolument. Donc ça, c'est une part très importante. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, le troisième point de l'ESS, c'est l'utilité sociale. Absolument. Et l'utilité sociale, ça veut dire qu'en fait, ces structures-là, l'essence même de l'existence de ces structures, c'est qu'elles répondent à un besoin qui est concret, qui est réel et qui... Donc, c'est des structures qui produisent des biens ou des services qui répondent à des besoins qui sont concrets et réels. Voilà. Sociaux, voilà. Pour des bénéfices sociaux, quoi. Okay. Ou qui ne sont pas couverts par le service marchand. Et généralement, ces actions, comme tu le dis, s'inscrivent dans des champs qui ne sont ni couverts par les entreprises secteur marchand, puisqu'il n'y a pas véritablement de modèle économique qui les intéresserait pour aller vers ces biens et services, et ni couvert par les acteurs institutionnels, puisque ça ne fait pas partie de leur champ de compétences. D'ailleurs, les acteurs institutionnels participent très souvent à alimenter
des missions, des structures de l'ESS ou des besoins financiers. Tout à fait, puisqu'elles ont la possibilité de distribuer des subventions à des associations ou à des sociétés coopératives dont les projets répondent à des enjeux politiques majeurs qui auraient été déterminés par des élus et même au niveau national par l'État. Est-ce que tu aurais quelques chiffres clés pour définir l'ESS en Corse ? Alors, pour vous donner quelques chiffres, pour te donner quelques chiffres clés, ça représente en termes d'emploi plus de 8000 salariés. Donc, ce qui est quand même un secteur, une part assez importante. Ouais. C'est plus de 1100 établissements employeurs. La grande majorité sont des associations, 85 à 90% sont des associations. Après, on retrouve des sociétés coopératives, des mutuelles. Voilà pour les grands chiffres qui régissent un peu l'économie sociale et solidaire en Corse. Ok. Eh bien, écoutez, moi, il me vient une question. Est-ce que l'entrepreneur ESS, avec tout ce que l'on vient de voir avec Jean-Michel, merci, est-ce que l'entrepreneur ESS est un entrepreneur comme un autre ? C'est la question piège, il faut se lancer. Première question, quelqu'un doit se lancer. Alors, Patrice, au hasard. Ouais, il n'y a que moi. Alors, c'est bon. L'entrepreneur social, effectivement. Alors, pour pouvoir se lancer dans ce qu'on peut appeler dans l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, l'État est en train de faire changer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on était des chantiers d'insertion. Donc, on embauche toujours des gens bénéficiaires des minima sociaux, mais on est en train de changer de paradigme. On est en train de devenir des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans entreprises de l'économie sociale et solidaire, vous avez tous les mots qui font qu'aujourd'hui, on va vers l'entrepreneuriat de façon un tout petit peu plus prononcée. Il y a 20 ans, quand j'ai monté Fallait pas Corsica, puisque j'ai eu la chance d'être là au départ, le mot chiffre d'affaires, c'était un gros mot. Il ne fallait pas en faire et il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas faire de commercialisation. Donc, on ne faisait pas de la commercialisation, on faisait de la communication. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça a évolué. Et aujourd'hui, on nous demande de faire du chiffre d'affaires, on nous demande de faire de la communication, on nous demande de faire de la commercialisation, de mettre en place des plans d'action commerciale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on est des entrepreneurs sociaux. Alors, la grosse difficulté, c'est qu'il faut qu'on ait les réflexes d'un entrepreneuriat normal, donc classique. Donc, il faut gérer une équipe, il faut gérer des chiffres d'affaires, il faut gérer des devis, il faut gérer tout ça. Donc, les mêmes problématiques qu'un entrepreneur, mais nous, on rajoute la problématique sociale. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'ensemble des personnes que l'on fait travailler avec nous, ce sont des bénéficiaires des minima sociaux. Et donc, on rajoute une difficulté à une difficulté. C'est-à-dire que la difficulté économique, elle est là, donc il faut y aller, il faut rentrer un petit peu dedans. Et puis, il faut faire adhérer l'ensemble de nos ouvriers au projet de l'entreprise en disant, maintenant, on est là, vous êtes là, ok, très bien, mais vous allez nous aider à faire du chiffre d'affaires parce qu'on est obligé de passer par là. Donc, en fait, on a... c'est comme la fusée de Tintin. On a une fusée à double étage. Le premier étage, c'est qu'on a des gens, on est là pour pouvoir couvrir, comme disait Jean-Michel, un secteur qui n'est pas couvert par les entreprises. Donc ça, c'est clair. On est mandaté par l'État et par les collectivités, de par leurs subventions, de s'occuper des gens bénéficiaires des minima sociaux. Et par-dessus tout ça, il faut mettre une belle mayonnaise pour faire en sorte que ça puisse prendre et faire du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est aidé, évidemment. On est aidé par les subventions, mais pas que. Parce qu'on demande aussi aux gens, alors notamment à nos financeurs, de préparer des marchés publics qui sont adaptés à nos entreprises pour pouvoir y répondre et faire du chiffre d'affaires de par leur intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent nous aider de deux façons. Et donc, on est dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire que quand on répond à un marché, eh bien, on fait comme dans les entreprises classiques, on doit répondre de la même façon, donc les mêmes obligations. Donc, en fait, on a les mêmes contraintes, mais avec des contraintes supplémentaires, avec nos salariés qui, parfois, ne peuvent pas tenir le rythme des salariés classiques, professionnels. Alors ça, c'est peut-être l'exemple de Fallait pas Corsica, parce que vous adressez à des salariés particuliers. Ce n'est pas le lot de toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et pour
pour continuer et pour répondre à ta question, est-ce que l'entrepreneur de l'ESS est un entrepreneur comme un autre? L'entrepreneur de l'ESS, comme tout entrepreneur, s'engage, est d'abord un entreprenant. Déjà, ça c'est la première des choses et c'est le premier point commun. Il doit avoir une perspective, il doit avoir une vision, il doit avoir un engagement. Ensuite, quelle est la motivation derrière la démarche entrepreneuriale? Bien, si chez l'entrepreneur lambda, entre guillemets, il va y avoir l'objectif de s'enrichir, l'objectif de se réaliser financièrement à travers son travail, peut-être que ça ne le sera pas dans la démarche de l'entrepreneuriat social. En revanche, les qualités, l'engagement, les perspectives, les difficultés, la solitude de l'entrepreneur, la peur de l'avenir, la responsabilité par rapport que ce soit à la mission qu'il s'est donnée ou aux salariés dont il va avoir la responsabilité, sont les mêmes. On a travaillé ensemble sur la démarche et la CRES intervient très régulièrement auprès des porteurs de projets sur la démarche entrepreneuriale de l'économie solidaire et sociale. Et l'entrepreneur, le chef d'entreprise, tu me disais tout à l'heure, Patrice, que tu es directeur d'une structure, mais tu es un entrepreneur. Tu es obligé d'avoir une perspective, d'avoir une vision, de t'adapter, de remonter la pente lorsqu'il y a un accident de parcours, une difficulté. Et ces mots-là, ces ressentis-là, ces expériences-là sont les mêmes que le monde marchand, entre guillemets, traditionnel. Donc, la motivation derrière la démarche entrepreneuriale de l'entrepreneur solidaire et social a très certainement un aspect différent. Où il va être beaucoup plus dans le besoin de faire du bien, entre guillemets, sur son environnement, de soutenir des gens en difficulté, de répondre à des besoins qui ne peuvent pas être couverts par le secteur marchand traditionnel et qu'il ne va pas faire pour s'enrichir. Par contre, il peut aussi bien le faire qu'un entrepreneur pour se valoriser, pour s'exprimer, pour se faire du bien à lui, pour se réaliser. Et il peut aussi bien se réaliser en tant qu'entrepreneur du secteur marchand qu'en tant qu'entrepreneur de l'économie solidaire et sociale. Et quel que soit le statut qu'il va choisir. C'est ça, c'est que dans l'entreprise, dans l'économie sociale et solidaire, donc il y a différents statuts et il y a aussi potentiellement différents types de salariés. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Jean-Michel? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Linda, puisque, alors effectivement, moi, je ne vois pas de distinguo entre un entrepreneur classique et un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Bon, il y a peut-être une différence peut-être de sensibilité de la personne qui a plutôt des valeurs sociales, sociétales et qui veut apporter sa pierre à l'édifice pour une meilleure société, etc. Mais pour autant, si demain il décide de créer son entreprise, c'est pour générer un chiffre d'affaires, c'est pour générer suffisamment de chiffre d'affaires pour avoir une rémunération. Oui. Et si on regarde les formes juridiques de l'économie sociale et solidaire, si on va sur le format associatif, ce n'est pas du tout l'ADN d'une association que de créer son propre emploi. Puisque quand on crée une association, par principe, il faut être minimum 2. Et puis, quand on crée une association, généralement, c'est pour prendre la présidence et c'est pour porter un objet social, associatif, alors qui répond à un besoin qui a été identifié par la personne. Et ce n'est pas dans l'objectif de se rémunérer. Et pour autant, on voit qu'il y a des entrepreneurs sur des formes juridiques, auto-entreprise ou même en SASU ou n'importe quelle forme juridique d'ailleurs, qui ont une fibre aussi sociale, qui veulent participer à l'effort de développement économique qui est, comment on pourrait dire ça, mais qui répond à des besoins, même en termes d'écologie, en termes de valeurs humaines, etc. Et ça existe. Et ça, on en voit de plus en plus. Peut-être que les jeunes, la nouvelle génération, est plus sensible à aller vers cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est ESS, pas ESS Je ne sais même pas s'il faut lui donner un nom, d'ailleurs. Mais oui, ça s'apparente un peu. C'est un mix entre des valeurs économie sociale et solidaire, d'utilité sociale, de démocratie et de lucrativité un peu encadrée, avec des valeurs de générer un chiffre d'affaires pour créer sa propre activité. C'est un mix un peu des deux pour moi.
Il n'y a pas d'ailleurs que des associations. En Non. termes de statut pour l'économie sociale et solidaire, on parle de mutuelles, on parle de SCOP. Les SCOP d'ailleurs qui ont un fonctionnement totalement différent. Alors, c'est pas tellement différent puisque une société coopérative aussi, elle ne peut pas être montée par une seule personne. C'est un ensemble de personnes qui va définir un projet coopératif. Et ce projet coopératif, à la différence d'une association, c'est qu'il va générer un chiffre d'affaires. Lui-même va, enfin en tout cas, les dirigeants d'une société coopérative vont vouloir développer une activité, vendre un produit ou un service qui va avoir véritablement un impact économique pour la structure. La société coopérative elle est intéressante puisqu'elle peut capter des subventions publiques. Donc elle peut bénéficier d'un soutien des collectivités ou des services de l'État, mais elle peut également générer une activité qui va lui faire rentrer des fonds propres qui vont participer à la vie économique de la structure. Donc, et là où elle est véritablement intéressante, la société coopérative, c'est qu'elle va impliquer les salariés dans les décisions stratégiques. Et du coup, alors je ne sais pas si j'anticipe un peu les questions qui vont arriver, mais là où c'est un statut qui est vraiment intéressant, c'est que là, on voit aujourd'hui les problématiques de recrutement que rencontrent les entreprises et les problématiques de fidélisation des salariés dans les entreprises. Les sociétés coopératives ont, par ce biais-là, par l'essence même de leur statut, où elles impliquent les salariés au projet coopératif, eh ben, on se rend compte que les salariés restent plus longtemps dans les entreprises et participent même au développement de ces structures. C'est très intéressant. En fin de compte, une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, des entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire, ils ont affaire à différentes personnes en face d'eux. Ils ont affaire à leurs salariés. Ils ont affaire à leurs collaborateurs, ils ont affaire à des institutionnels qui pourraient leur donner des subventions, et ils ont affaire aussi potentiellement à des bénévoles. Chose que là, ça peut être en fait le distinguo d'une entreprise traditionnelle, c'est qu'il y a quand même plus de public et des clients aussi. Je n'ai pas parlé des clients, mais au final, si on parle de commercialisation, il y a aussi les clients qu'il faut savoir gérer. Donc, il y a tout un panel de public qui... Certains ne sont que des entrepreneurs traditionnels, j'ai envie de dire, ne rencontrent pas. Je pense que l'entrepreneur traditionnel a les mêmes contraintes que nous. En fait, on croit qu'il y a une véritable différence, mais il n'y en a pas, en fait, au final. Il n'y en a plus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé à Paris pour présenter un chantier. Et je me suis baladé dans Paris. Une boutique sur 3, il y avait une affiche avec marqué « Je cherche une vendeuse ». Les transporteurs, les camions, ils sont transformés en ANPE ambulante. Il y a marqué, une fois sur 2, on cherche un chauffeur. Ouais. Tous les chantiers du BTP, il y a les claustras pour pouvoir cacher les chantiers. C'est marqué, on recrute, on recrute. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous, on n'arrive pas à recruter, mais les entreprises n'arrivent pas à recruter. Nous, on connaît très bien des gens comme Carrefour ou comme Leclerc. Ils passent un temps immense à recruter des gens. Et maintenant, ils font le package full complet. C'est-à-dire que le boulot, le logement et la voiture. Et même avec ça, les salariés choisissent. Donc, effectivement, on est dans un... Aujourd'hui, quand vous dites il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de bénévoles dans les entreprises, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les entrepreneurs cherchent tellement de salariés que, globalement, ils sont prêts à payer même des gens qui sont à la retraite pour venir travailler chez eux. Aujourd'hui, nous, c'est sur lequel on est en train de réfléchir. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai des encadrants qui souhaitent partir. Donc, on est en train de réfléchir et de manager notre processus de recrutement vers autre chose. Quelqu'un de jeune qui rentre à la Falepa Corsica et qui veut faire carrière à la Falepa Corsica, en règle générale, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que c'est très compliqué, parce que il faut être... Alors, on est entrepreneur. On a la fibre, on l'a pas. C'est simple, c'est clair. Donc ça veut dire qu'on entreprend même dans l'association. Quand on est salarié, on est entreprenant. On participe. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans les équipes que j'ai, mes encadrants doivent être force de proposition pour proposer des choses. Ouais. Mais l'ouvrier qui est là, il est aussi force de proposition pour proposer des choses. En disant, on a quelqu'un à la menuiserie qui nous a fait une lampe en bois et en plexi. La lampe,
elle est incroyable. Ouais. C'est une lampe design. On peut la vendre chez Roche-Beaubois sans aucune difficulté. C'est pas moi qui l'ai créé, Patrice Pellegrin. Il est bien loin de ça. Et mon encadrant, il n'a pas eu l'idée de ça. Eh ben, on laisse aussi de l'initiative personnelle à l'ouvrier pour dire, tu es capable de faire ça? Eh bien, là, on a fini notre production, je peux t'autoriser à ça. Et donc, ça veut dire que là, on donne des responsabilités à des gens qui n'en ont peut-être jamais eu. Mais on c'est leur laisse. intéressant. Ben oui. En fait, c'est peut-être même plus intéressant pour un salarié de venir et de savoir que ses propositions sont écoutées, que leur voix compte. Au départ, dans une on va pas entreprise. lui donner tout de suite cette liberté. D'abord, on va l'intégrer dans l'équipe, voir comment ça se passe, et en fonction de ça, après, en fonction du temps de travail qu'il est possible de faire et des commandes que l'on a, commandes dit chiffre d'affaires, donc des commandes que l'on a, si globalement derrière on a fini les commandes, derrière on peut travailler sur autre chose. Mais en fait, moi je me considère pas comme simplement un directeur d'une association. Et qu'est-ce que ça veut dire, directeur d'association? C'est un terme que j'aime pas du tout, parce que quand je me présente, je dis jamais que je suis directeur. Non, c'est moi toi, qui l'ai Audrey, dit. qui l'a dit. Ouais. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui essaye de coordonner quelque chose pour faire fonctionner et que tout le monde puisse être content de travailler dans l'entreprise dans laquelle il est. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, si je n'étais pas un entrepreneur, l'association serait déjà fermée depuis peut-être 10 ans. Parce que l'idée, c'est qu'il faut être à l'affût des opportunités. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Parce que la petite histoire de la Falépar, c'est qu'on a commencé avec un centre de mobilité. Donc, on faisait que de la réparation et de la mise à disposition de scooters et de voitures. C'est tout. Et ça, la mise à disposition de véhicules n'était pas disponible sur le marché. Donc, la direction du travail est venue nous voir en disant, est-ce que vous voulez monter ça? On est dit, OK, qu'est-ce qui nous finance pour faire fonctionner? Donc, tout le monde a financé tout ça. Au final, ça s'est multiplié Voilà. jusqu'à arriver à ces 6 chantiers. Exactement. Donc, petit à petit, après, on nous a dit, tiens, est-ce que vous voulez prendre le bâtiment? Et puis, la récupération. Mais comme on avait le bâtiment, la récupération, on est venu nous chercher. Pour dire, au final, en fait, vous avez réussi à impliquer vos salariés pour qu'ils restent et pour que tous ces chantiers fonctionnent. C'est surtout que la cheville ouvrière de la Falépar Corsica, c'est pas moi. C'est les ouvriers et mes encadrants. Si j'ai pas d'ouvrier, j'ai pas d'encadrant, demain, je ferme. Donc, c'est possible de rester à Falépar Corsica pendant très longtemps. Alors, il y a des le serpent qui se mord la queue. Il y a des obligations. Il y a des obligations. On ne peut pas faire rester les gens plus de 2 ans lorsqu'ils sont simplement bénéficiaires des minima sociaux. Et dans certaines conditions, ils peuvent aller jusqu'à 5 ans. Mais si on peut, dans certaines conditions, si c'est quelqu'un qui est bien, qui joue le jeu, qui souscrit à l'ensemble du suivi social et professionnel, qui fait ces périodes d'immersion. Parce que ça s'adresse à vraiment un type de public salarié particulier. Oui, parce qu'on est agréé par la direction du travail pour nous occuper des gens bénéficiaires des minima sociaux. Et nous sommes, les chantiers d'insertion, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises d'insertion, nous sommes les seules structures qui puissent embaucher des gens de ce type-là pour les faire travailler. Alors, on les fait travailler que 26 heures. Certes, c'est une chose, mais ça permet de faire une étape pour pouvoir potentiellement, après, travailler sur le projet professionnel. Parce qu'il y a toute la notion dont on ne parle pas, on parle de chiffre d'affaires, mais il y a toute la notion suivi social et professionnel, ce qu'on appelle lever les freins à l'emploi. Le logement, les addictions, les papiers, la mobilité, un logement salubre, quelqu'un qui dort dans la rue, parce que on a quand même, là on parle, on est tous bien habillés, on parle très bien, mais moi j'ai des gens qui dorment dans la rue. J'ai des gens qui ne parlent pas le français. J'ai des gens qui ont besoin de s'en sortir. Donc ça, c'est l'utilité sociale, en fait. Donc on est dans ce cadre-là. Donc dans l'utilité sociale, de faire... on est dans la paix. On peut dire ça. Société d'insertion. Dans la paix sociale. De personnes. L'insertion sociale. Après, on partait sur le bénévolat. Dans mes nombreuses expériences, que je ne peux pas détailler. Tu as 24 heures. Voilà, j'ai 24 heures. J'ai aussi... fait partie d'une association, j'ai aussi présidé une association qui n'avait pas un rôle social particulier, c'est les Estudiantines ajaxiennes, c'est de la musique, c'est du loisir. Malgré tout, j'ai pris le relais d'un président d'association qui se sentait aussi dépassé par le côté administratif. Le monde de l'ESS, c'est aussi tout ce pan
d'une vie associative de loisirs, de plaisir, de découverte, d'occupation, qui a un impact également. L'association estudiantine n'a pas et n'avait pas de salariés, mais il y a des gens qui bénévolement viennent donner des cours, participent à des répétitions, vont donner des concerts gratuitement dans des EHPAD et ont un vrai rôle social. Il y a des associations de philatélie, il y a des associations d'aide aux enfants malades, il y a des associations qui se développent. Et tous ces gens-là, ce sont des gens qui donnent de leur temps bénévolement. Et pourtant, ces structures associatives vont peut-être collecter de la subvention et vont avoir un rôle, j'allais dire, un peu invisible, mais de proposer à des enfants des activités, d'intervenir dans des quartiers, d'ouvrir à la culture. Et tout ça fait aussi partie du monde de l'économie solidaire et sociale. Et tous ces fondateurs, tous ces acteurs du monde associatif, comme un entrepreneur, ils vont avoir des obligations, ils vont avoir un budget à gérer, ils vont avoir des perspectives à écrire, à projeter, développer. Tu l'as vécu toi aussi, et tu le vis par ton association. Tu as un budget à présenter, tu as un budget à respecter, tu as des résultats à apporter. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas ton argent. C'est de l'argent qu'on te confie ou que tu vas pouvoir aller récolter pour pouvoir le redistribuer, pour pouvoir développer un service. Et tout cet aspect-là, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Tu es l'exemple, tu as les deux aspects. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que j'ai une entreprise, une SASU de communication, et j'ai à côté une association donc, qui porte Capsule, qui s'appelle Podcast. Et moi, je vois quand même la différence entre les deux structures, où il y en a une qui peut faire du bénéfice sans que j'ai de compte à rendre à personne d'autre que ma comptable, qui me demande quand même des comptes. Mais au niveau de l'association, j'ai à rendre des comptes auprès de ma présidence, déjà, parce que je ne suis pas directrice de l'association, mais je le suis. Non, c'est un titre, mais voilà. Mais j'ai des comptes à rendre auprès de ma présidence. Ça, on ne le dit pas, mais quand on est directeur d'une association, il n'y a pas que les financeurs, il n'y a pas que les salariés, il y a aussi la gouvernance. Ou le bureau, ou les deux, le comité. Il y a quand même pas mal de spécificités. Je ne les connais pas toutes aux structures. Et à mes financeurs. Qui vont me demander pour telle action, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as été dans les objectifs, et à tes membres de l'association. Donc ça aussi, c'est une façon de capter de l'argent. Ça va être aussi par les cotisations des membres. Exactement. C'est un autre aspect de l'association. C'est qu'une question de sémantique. Tout à fait. L'entreprise, c'est le conseil d'administration. C'est vrai. Et une association, c'est un bureau. Pour nous, c'est un bureau. Donc, c'est exactement la même chose. C'est ça. Parce que derrière, l'entreprise, ça va être son financeur, ça va pas être la collectivité, ça va pas être la CAPA, ça va être son banquier. Donc, il va s'appeler Société Générale, CIC, ou des investisseurs, au final. Donc, c'est exactement pareil. Donc, c'est juste une sémantique. Et aujourd'hui, fait. la présidente de la Falepa Corsica, elle gère une association, mais c'est quelque chose qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, elle risque. Elle est entrepreneur. Elle est entrepreneuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, si moi je fais des erreurs, s'il y a des erreurs qui sont faites sur les chantiers d'insertion, elle va en prison. Entre parenthèses, évidemment, j'irai en premier. Mais elle suivra derrière. Donc ça veut dire que globalement... On ne te le souhaite pas quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir que s'engager dans une association pour faire du bilboquet, c'est une chose. Exactement. Ou du badminton, c'est une chose. S'engager dans une association pour faire de l'insertion avec 40 salariés sur 6 activités différentes, avec des choses coupantes, des choses où on peut, des véhicules, 40 véhicules qui traînent, des tronçonneuses, des marteaux, des gens qui montent qui peuvent monter assez haut parfois, des choses comme ça, concrètement, il faut garder cet entrepreneuriat social, parce que sans ces gens-là,
toutes les associations seraient fermées. Et le gouvernement est en train de réfléchir à effectivement avoir que le statut de président soit un statut rémunéré pour pouvoir faire en sorte d'attirer de plus en plus de gens. Parce qu'aujourd'hui, si ma présidente s'en va, qui va prendre la place de cette présidente-là? Qui va être assez fou, entre parenthèses, pour prendre le risque? Oui, parce Alors, qu'en fait, on en connaît, Ouais. on en connaît qui vont pouvoir le faire. Moi, demain, quand je serai à la retraite, globalement, ma voie tracée, c'est de prendre la présidence d'une association de réinsertion, parce que je sais faire et je pourrai apporter mon expérience. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment valoriser ces gens-là, parce que sans eux, on ne serait pas là autour de la table. En tout cas, serait pas là. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Et ça, les gens, je pense, ne le perçoivent pas. Et ça, c'est important. C'est clair. Jean-Michel, tu as des retours un peu d'autres structures de l'ESS en Corse qui te témoignent des mêmes choses ou des choses différentes? Alors, des mêmes choses, oui. Effectivement, quand on est président ou président d'une association, on engage sa responsabilité. Après, si le sujet de cette table ronde, c'est d'inciter les jeunes ou des personnes qui souhaitent s'investir dans l'entrepreneuriat et peut-être dans un entrepreneuriat un peu plus solidaire, nous, en tout cas, on serait prêt à les accueillir, à les rencontrer pour leur donner tous les contacts, parce que nous, on agit un peu comme une tête de réseau et on connaît un certain nombre d'acteurs qui pourraient potentiellement les accompagner au mieux dans leur processus de création d'entreprise. Donc ça, nous, on peut véritablement le faire. Nous, ce que l'on constate effectivement, comme le dit Patrice, c'est qu'il y a véritablement une réflexion des dirigeants associatifs sur leur modèle économique, puisqu'on a d'un côté des financements publics qui sont actés, qui ne sont pas forcément pérennes, puisqu'on voit qu'il y a des diminutions, ou en tout cas une autre manière de fonctionner. On travaille sur des objectifs, en tout cas les financeurs raisonnent sur des objectifs, sur des indicateurs. Ces indicateurs qui font l'objet de contractualisation dans le cadre de conventions. Et ces conventions, généralement, elles durent une année à 3 années, enfin d'un an à 3 ans. Et au bout de 3 ans, peut-être ces indicateurs ils sont revus avec des montants de soutien qui sont peut-être inférieurs à ceux qu'on avait l'habitude d'avoir les années précédentes. Et du coup, ça oblige les dirigeants associatifs d'avoir une véritable réflexion sur leur modèle économique et d'aller chercher peut-être des fonds, alors soit des subventions autres via des projets différents, ou alors travailler peut-être sur la captation de fonds privés via des prestations de services ou des ventes de produits, comme le fait la FALEPA, comme le font d'autres associations qui ont la capacité de pouvoir produire quelque chose. Et ça, on le voit véritablement, c'est un changement de paradigme réel. Et en ça, je pense que véritablement, il va y avoir une espèce, alors, peut-être pas de révolution, peut-être c'est un mot peut-être un peu trop fort, mais il va y avoir une évolution assez importante, ou en tout cas qui a déjà été amorcée depuis quelques années, mais qui va s'avérer de plus en plus accentuée dans les années à venir. Importante, De toute façon, on le vit, on le vit dans les porteurs de projets qu'on peut être amené à accueillir. Lorsqu'on propose d'orienter l'accompagnement, l'accès à de l'information pour créer, développer une structure de l'ESS, c'est peut-être les permanences qui ont le plus de succès, entre guillemets, parce que c'est une thématique qui touche. C'est pas obligatoirement encore très très bien compris. Quel est le cadre, quelle est la différence, quel est le statut, est-ce que je peux m'y engager ou pas, est-ce que je peux le faire en plus d'une activité salariée, quelle va être mon implication personnelle derrière, quel va être l'impact sur ma propre vie en tant qu'entrepreneur, mais j'aimerais pouvoir développer cette activité. Est-ce que ça relève véritablement de cette activité de l'ESS? Mais c'est vrai que ça n'est plus un doux rêveur, ça n'est plus le baba cool, ça n'est plus la personne qui rêve et qui est dans son cosmos. L'entrepreneur de l'ESS est un véritable entrepreneur qui doit se projeter, qui doit construire son projet. Et c'est vrai que la CRES s'est structurée, elle organise et mobilise et organise un vrai réseau pour aider. Vous proposez beaucoup de formations, vous proposez de la montée en compétences, et il y a de plus en plus de structures qui accompagnent au même titre
qu'on accompagne à l'entrepreneuriat d'une façon générale. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça se structure Des de plus en plus. entrepreneurs dits traditionnels. C'est ça. Et ce qui est intéressant, je rajoute juste une chose, c'est que quand on est dans l'économie sociale et solidaire, quand on est dirigeant d'une association ou gérant d'une société coopérative, on a accès à des outils qui ne sont pas accessibles à des entrepreneurs classiques. On peut bénéficier des dispositifs locaux d'accompagnement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des prestataires qui peuvent être mandatés pour répondre à une problématique d'une entreprise, enfin d'une association ou d'une société coopérative. Ça peut être des problématiques en termes de ressources humaines, ça peut être des problématiques en termes de réflexion sur l'évolution de la structure, ça peut être des problématiques de logistique, de communication, enfin elles sont assez variées. Et il y a aussi des outils financiers qui existent, notamment des prêts à taux zéro, qui sont remboursables l'année suivante et qui apportent véritablement de l'air à la trésorerie. C'est Corse Active pour l'initiative qui porte ça ici en région Corse et qui est un acteur incontournable pour l'économie sociale et solidaire. Une chose aussi qui est commune à l'entrepreneur traditionnel et l'entrepreneur ESS, ça va être la stratégie. Ça va être, comme on dit, on planifie des choses dans l'association. Porte un projet. Une des stratégies qui est adoptée par des grosses associations, par exemple Médecins du Monde, Médecins sans frontières, je sais que je cotise. Chaque mois, je donne 5 ou 10 euros, je ne sais plus, à cette association-là. Et c'est vraiment une stratégie pour eux parce que justement, il y a une baisse des subventions publiques et ils se disent, on va mobiliser des personnes à hauteur de 5 euros pour certaines personnes. Ce n'est pas impactant sur le quotidien par mois. Donc, c'est une stratégie qu'ils adoptent, le don, le mécénat du particulier, pas que du professionnel. La stratégie, tu as raison, elle est essentielle, puisque comme on travaille à 3 ans maximum, sincèrement, je vois peu d'associations qui ont une visibilité au-delà des 3 ans. Et déjà, 3 et ans, encore, franchement, 3 ans, on commence à être vraiment bien. Moi, franchement, c'est 1 an. Et alors, effectivement, là, 3 ans, je suis assez optimiste dans ce que je raconte, mais forcément, ça implique aux personnes qui travaillent dans ces structures d'avoir véritablement une réflexion sur comment pérenniser la structure. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et puis, il y a une visibilité sur 3 ans, Patrice. Et puis, il y a une professionnalisation aussi qui est obligatoire en termes de communication. Je veux dire, on ne peut plus se permettre, même la petite association, si elle n'est pas sur les réseaux, si elle ne trouve pas des membres. Enfin, je veux dire, Ce qui est important aujourd'hui, c'est que travailler dans l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est un métier qui a du sens. Et aujourd'hui, les gens cherchent du sens à leur travail. Et je connais beaucoup de gens qui sont des ingénieurs et qui ont arrêté leur boulot d'ingénieur pour faire des métiers qui ont du sens. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec des grosses associations. On travaille avec le label Emmaüs, l'abbé Pierre, 1954. Emmaüs, c'était l'homme de l'époque. Mais aujourd'hui, à la tête de label Emmaüs, c'est des gens qui ont fait Subdeco, qui ont fait l'ENA. C'est des gens qui ont un CV et des compétences qui sont... Qui rivalisent celui de Linda. Mais alors, ils ont du mal. Mais... Peut-être pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ces gens-là, ils arrivent avec leur petite structure. Label Emmaüs, quand vous regardez le CV, vous dites, ouais, ok, j'ai compris. Pourquoi il est là ? Et la personne, elle a effectivement un plan stratégique à 3 ans, elle a des projets de développement, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, si vous ne faites pas ça... Alors, toutes les associations n'ont pas cette démarche-là, évidemment, parce que globalement, c'est compliqué. Nous, on essaye de l'avoir pour pouvoir dire, voilà, on va cette direction-là. Et puis, on est aussi des opportunistes. Une opportunité, on la tire. On tire la queue de Mickey ou pas. On nous propose une solution, on dit oui ou non. Alors, soit on est frileux, on n'y va pas, soit on y va. Aujourd'hui, nous, on a monté 2 chantiers qui ne sont pas financés et on s'est dit, on prend le risque. Donc, on a monté notre chantier menuiserie, on prend le risque de le monter, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, on a eu raison et on a monté une recyclerie des bricoleurs. Et on s'aperçoit que depuis 2 ans, ces 2 structures sont en plein développement. Et donc, ça veut dire qu'on a eu le nez fin. Alors, des fois, on peut se tromper. Mais en tout cas... C'est l'entrepreneuriat. Si c'est ma des présidente... risques, au final, parce que là, ça a été gagnant. Mais c'était peut-être un risque au départ. Oui, mais on est d'accord. Donc, moi, je vais voir ma présidente en disant, voilà, on a ce local-là, on n'en fait rien,
le contexte, il est comme ça. L'évolution du Covid a fait qu'il y a une augmentation de 30 ou 40% des gens qui veulent améliorer leur habitat, travailler sur tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est bricolage. On nous propose du matériel. On a le matériel d'un côté, il y a une évolution. L'obligation de la loi AGEC fait que on a un local dispo. Est-ce que vous êtes capable... C'est ça, parce que l'idée, c'est, ma présidente, est-ce que vous êtes capable de mettre sur la table 15 000 €? C'est ça. Vous êtes capable? On y va ou on n'y va pas? Elle a dit, OK, on y va. Donc, ma présidente, qui est agrégée de maths, qui n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, eh ben, le fait qu'on soit ensemble pour travailler plus le bureau, eh ben, je l'attire vers l'entrepreneuriat. Et en fait, parfois, je lui dis, il faut y aller. En fait, il y a tout le monde qui est engagé dans une association, peut-être contrairement à une entreprise où il y a des pôles, il y a une certaine hiérarchie. Là, au niveau d'une association, c'est linéaire, en fait. Il y a la présidente qui est au même rang qu'un salarié qui va proposer un service dans ce nouveau chantier, par exemple. La présidente, ça va prendre des risques et le salarié va prendre des risques également. Chacun peut participer à la vie de l'association à son niveau. C'est-à-dire qu'un salarié ne va pas prendre la décision de la présidente. Par contre, la présidente ne prendra pas la décision ou n'aura pas l'information du salarié. Donc, chacun à son niveau intervient. Et en fait, c'est de mettre en place ce pulse pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse avancer, qu'on soit sur les rails, en fait, et qu'on avance. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est d'avancer. Parce que dans le contexte actuel, si vous n'avancez pas, en règle générale, eh ben, vous êtes moins connu. Vous disparaissez des radars des gens. C'est ce que disait Linda pour la communication. On vous oublie, et ainsi de suite. Moi, Audrey, vous le savez, on a essayé de travailler ensemble, on n'a pas réussi. Tout ça parce qu'on me dit, Monsieur Pellegrin, mais pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Je dis, mais attendez, moi, je ne suis pas professionnel. Donc, il y a une professionnelle à côté de moi. Mais ça me coûte tant. Ah, mais on n'a pas de budget. J'ai dit, bah ouais, OK, donc je ne peux pas engager une professionnelle. Parce qu'elle est là pour ça. Moi, je ne suis pas formé pour ça. Donc, on nous oblige à faire des choses où on n'est pas formé. Donc, c'est compliqué. Et en fait, la communication, malheureusement, c'est le parent pauvre. On va investir dans une machine, parce qu'on a une machine, mais par contre, investir dans la communication, aujourd'hui, c'est encore un peu abstrait. Et que les collectivités, ils nous soutiennent de façon très importante, mais la partie communication est toujours un peu compliquée. Et ça, je le regrette, parce qu'en fait, c'est quand même un vecteur très important. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le vecteur, c'est des éléments qui sont imperceptibles. Mais par exemple, c'est des éléments qui donnent des résultats incroyables. Aujourd'hui, grâce à la communication qu'on met en place, on a été sélectionné pour pouvoir être lauréat d'un concours qui s'appelle l'ADT, les acteurs du tourisme durable. Les acteurs du tourisme durable, là aujourd'hui, on est sollicité pour faire un séminaire. Parce qu'on a été sollicité par ça et on a été choisi pour faire un séminaire de 1000 personnes et des 100 solutions sur le projet, enfin, 100 solutions sur la transition écologique. Et on va présenter ces 100 solutions au Parlement européen sur une croisière qui va de Saint-Nazaire à Amsterdam. Et on fait partie de ces gens-là. Nous, il ne fallait pas Corsica, une petite association à Ajaccio. Déjà, Ajaccio, personne ne connaît, entre parenthèses. Ils ont fait le tour de l'Europe. Mais aujourd'hui, on a été choisis. Donc, mécénat de compétences, mécénat financier, mécénat de partage, mécénat de communication. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être avec 2000 personnes où des gens, ils disent, on peut mettre de l'argent. Et bien, ça, sans cette communication, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me disent que si on arrive à entreprendre en Corse, donc je prends l'entrepreneuriat au sens large, on peut arriver à entreprendre de partout. J'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Tu as réussi à rayonner d'Ajaccio jusqu'à Amsterdam et ailleurs. Tu disais aussi qu'un entrepreneur ESS, c'était des valeurs. On dit que la Corse, c'est ou les Corses, on a des valeurs solidaires. Est-ce que c'est un terrain propice à l'ESS ou pas? Est-ce que c'est la question piège, Jean-Michel? Aujourd'hui, pour moi, je travaille avec des gens qui vivent en Corse. Et aujourd'hui, les gens qui sont là n'ont pas de solidarité. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, moi, j'ai quand même l'exemple d'INSEE, qui est une grosse association en Corse et qui a vu une solidarité sans faille pour l'achat de 5, ils en sont, appartements, Paris, Nice, Marseille, pour des accompagnants hospitaliers. Oui.
Alors, bien ça. c'est vrai que tu as raison, sur des grosses associations comme ça, mais au quotidien, mes ouvriers sont quand même pas mal isolés. Et le soutien familial, il n'y en a plus trop. Il n'y en a plus trop. Et ça, moi, je l'ai vu depuis 20 ans que je gère la Falepa Corsica. Et j'ai vu aussi une chose importante, c'est que dans notre atelier, dans nos recycleries, où les gens venaient chercher des choses, eh bien, il y a une catégorie de population qui a augmenté, c'est les personnes à la retraite. Ah Et oui, ça- la Corse, on le sait, Et ça, c'est quand même... la population est vieillissante. Oui, Les structures familiales sont différentes. exactement. C'est pour revenir sur la notion de ta question, la notion de valeur, Solidarité. l'impact. Je crois qu'au-delà de la notion de valeur, au-delà de la notion de sens, la démarche entrepreneuriale dans l'économie solidaire et sociale a aussi un impact pour l'entrepreneur qui doit être, j'allais dire, pas altruiste, mais qui ne s'engage pas dans une démarche économique, solidaire et sociale pour s'enrichir à titre personnel. Et c'est vrai que la contrainte économique actuelle, la conjoncture économique n'incite pas non plus à se dire je ne vais agir que pour me faire du bien ou que pour faire du bien autour de moi. Je dois aussi agir pour me construire un avenir, je dois aussi agir pour me nourrir, parce qu'on en est aussi là. Et la démarche... Ou pour me loger même. Ou pour me loger. Et la démarche de l'ESS, c'est aussi, en grande majorité, une démarche altruiste de valeur où on est aussi dans le don, puisque en fait on va donner du temps, on va travailler soit pour créer de l'emploi, pour créer un service qui rend service autour de soi, mais pas pour s'enrichir. Et cette démarche-là, en période de difficulté, en période de crise économique, est peut-être moins aisée à mettre en place que dans une période où on pourrait se sentir soit avoir son propre salaire ou son entreprise et puis de se dire je donne ça en plus. Le en plus est de plus en plus rare et de plus en plus difficile et coûte cher. Et c'est vrai que je ne sais pas comment vous l'observez au sein de la CRES, mais la démarche entrepreneuriale de l'ESS totalement, j'allais dire, désintéressée, parce que c'est l'image qu'on peut avoir de quelqu'un qui s'engage dans une association, qui s'engage dans une activité bénévole, même si il va y avoir des salariés dans cette association. Cette démarche-là est peut-être plus difficile en période économique difficile. Et c'est pour ça que la notion d'économie solidaire et sociale, c'est peut-être aussi de rappeler qu'on peut aussi en vivre. On peut aussi créer une structure qui relève de l'économie solidaire et sociale, qui ne soit pas seulement une association où on vient pour rêver, où on vient pour donner du temps gratuitement, où on est là dans une démarche bénévole. On peut aussi, et tu es en train de le développer, tu crées un emploi dans le cadre de ton association. Donc en fait, on peut aussi utiliser ce secteur-là pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Et créer de l'emploi. Et créer de l'emploi autour de soi, pour ses proches ou pour les gens avec qui on va travailler. Et c'est vrai que c'est aussi un des secteurs. On est bien sûr de la démarche entrepreneuriale, porter un projet, essayer de le construire, de le développer, de l'enrichir, mais aussi pour vivre. Et ce n'est pas que du bénévolat, ce n'est pas que du don de valeur. Ça, tu as raison. Et pour revenir un peu à ta question, si on regarde un peu si la société corse, elle est toujours solidaire, si on prend le prisme, si on prend cette question sur le prisme du bénévolat, effectivement, c'est difficile parce que les faits font qu'il y a de moins en moins de bénévoles, ou en tout cas, le bénévolat intervient de manière différente. C'est plus de manière ponctuelle plutôt qu'un investissement constant dans le temps dans certaines associations, comme ça peut être le cas pour les générations peut-être d'avant. Cependant, ce que l'on constate, c'est que la société corse, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a un drame,
dès qu'il y a quelque chose qui est un peu, en tout cas qui peut toucher les gens, elle répond toujours présente. Et ça, on peut le vérifier, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, ou que ce soit même à l'échelle de ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe dans le monde. Elle répond On véritablement. l'a vu avec les cagnottes de crowdfunding aussi. Sincèrement, oui. Après, tu prenais l'exemple d'INSEM. Effectivement, je pense que les gens, comme la Marido, ils sont très sensibles aux enjeux de santé, notamment pour les enfants qui partent se faire soigner sur le continent. Donc là, on voit qu'il y a un réel engouement de la part de la société corse qui répond véritablement présent pour ces associations. Après, ces associations font un travail formidable. Là aussi, il y a du bénévolat. Évidemment. Et des compétences. Et des compétences. Bien sûr. Parce que les gens qui sont à la tête de bénévoles ne sont pas des gens qui sont... qui s'improvisent ou qui rêvent. DRH ou spécialistes de la communication. C'est vrai. C'est tout un, j'ai envie de dire un art, mais c'est aussi des compétences avant tout. Le fait de manager et d'impliquer donc toutes ces catégories qu'on vient de citer. Mais là où l'association elle est forte, quand on voit quand il y a des dirigeants ou des gouvernants, enfin des personnes qui font partie de la présidence, qui sont très impliqués, ils arrivent à fédérer, à créer un assemblée, à mettre en commun des compétences pour un but. Et ça, franchement, c'est extraordinaire, parce que ce but-là, il n'est pas lucratif. Et c'est d'autant plus louable. Il y a une espèce de noblesse à travers ça. Alors, je ne dis pas que de monter une entreprise pour générer un chiffre d'affaires et faire vivre tout un tas de salariés, ce n'est pas noble, mais il y a quand même... cette fibre sociale et sociétale, je trouve qu'elle est assez incroyable. Il y a une dimension en plus. Oui, je pense. Donc en fait, ça serait ça. On essaie de dire en quoi l'entrepreneur ESS est différent peut-être de l'entrepreneur lambda. De ce que vous dites, pour résumer, vraiment en un mot, c'est l'utilité sociale. C'est vraiment, si on passe au-delà de cette notion d'économie, au-delà de cette notion de salarié qui, on le voit, peut être très complexe, de la gestion de tout un tas de personnes et d'acteurs, la notion d'utilité sociale est au centre même de toute structure de l'ESS. Absolument. J'en arrive à ma dernière question. Déjà, le temps passe vite avec vous. On disait que l'ESS n'a pas de but lucratif, mais l'ESS, et tu vas me rejoindre sur ça, Jean-Michel, s'inscrit quand même dans une dynamique économique pour la Corse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, déjà, dire que le non lucratif ne veut pas dire ne pas faire de bénéfices. Déjà ça, une structure de l'économie sociale et solidaire peut générer des bénéfices, et ces bénéfices, on le disait tout à l'heure, ils vont être réinjectés dans l'objet de la structure. Après, sur le développement économique, moi, ce que je trouve incroyable par rapport aux structures qui gravitent en Corse et autour de la CRES, c'est qu'elles apportent une complémentarité aux entreprises, aux institutions qui sont là pour créer une espèce d'écosystème. Vous complétez, hein? Oui, mais vous êtes bien à côté l'un l'autre. C'est très bien. On se connaît peut-être. Ah, vous êtes mignons. D'écosystème. Pardon, Jean-Michel. Non, mais c'était très bien. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc je t'ai entendu, c'est pour ça. C'est ça. Et bon, pour essayer de reprendre un peu le fil de tout ça, si on prend les enjeux écologiques, par exemple, en matière d'économie circulaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été pionnières en matière d'économie circulaire. On le voit autour de la table, il y a Falepa Corse qui propose des solutions en termes d'économie circulaire et qui peuvent s'inscrire en tout cas, venir en complémentarité de ce que propose une entreprise en termes de gestion des déchets, pour éviter que ces déchets soit partent dans des sites d'enfouissement, soit dans des sites de stockage de revalorisation, dont véritablement c'est une espèce de nébuleuse, on ne sait pas où véritablement ça part. Donc, et nous, en plus, on a la possibilité la CRES a eu la possibilité d'intégrer un consortium qui l'a fait partir dans des échanges européens. Donc, on est parti à Majorque, on est parti en Belgique, on est parti en Suède. On a d'autres mobilités qui sont programmées sur la thématique, notamment de l'économie circulaire, du traitement des déchets. Et on voit sur un territoire comme Majorque, qui est une île dont le contexte est assez similaire à la Corse. C'est 3 fois plus petit, mais il y a 1 million d'habitants, avec une forte pression touristique. Eux, ce qu'ils ont mis en place en termes de logistique de traitement des déchets, c'est assez incroyable. Et pour
Pourtant, on est une île de 300 000 habitants, on a, on a quand même des compétences, on a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à s'investir sur ces sujets, bon, au-delà de toutes les problématiques aussi de ce secteur. Mais quand on voit ce qui se passe à Majorque, avec toutes les strates, et comme on voit à quel point le secteur de l'entreprise marchande travaille avec le secteur associatif, et c'est main dans la main, hein, et avec le concours des acteurs institutionnels, je pense que c'est ça qu'il faudra développer dans les prochaines années en Corse. Et c'est ce sur quoi on travaille notamment avec l'Office de l'environnement. Et l'ADEC aussi, avec l'Agence de développement économique de la Corse, pour justement essayer de créer, on parle d'écosystème, mais véritablement de filières de revalorisation où les acteurs associatifs sont pleinement partie prenante. Ouais, et ça participe en fait à la dynamique économique. Absolument. Malgré tout. Ah, mais clairement. Tu parlais de l'ADEC, c'est un gros acteur économique en Corse et qui s'implique justement sur ces sujets-là. Et là, on parle d'économie circulaire dans le sens du traitement des déchets, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui est circuit court alimentaire. Et oui. La production locale, elle est nécessaire. Et ça, on a de plus en plus d'exploitants qui sont prêts à produire en local. On a des entreprises qui sont assez incroyables, même dans la vinification, dans le miel, même les entreprises comme Corsica Gastronomie qui essaient de travailler directement en local, de se produire en local, et qui ont des résultats qui sont assez incroyables, et qui exportent en plus, donc qui valorisent un peu l'image de la Corse, les produits de la Corse, dans le monde entier. Donc il faut profiter de tout ça. Effectivement, nous, on est dans cette démarche-là depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque en fait, on a beaucoup de partenariats avec des entreprises privées. Hein. Et je dirais presque plus, c'est qu'on connaît mieux les entreprises privées qu'on ne connaît nos confrères associatifs, on dirait, entre parenthèses. Parce que quand je vais en rendez-vous avec une entreprise privée, c'est bizarre, mais je parle le même langage. Ah oui. Et que là, on met des partenariats avec Laurent Merlin, avec Pietre et des choses comme ça. Eh bien, quand on dit j'ai besoin de faire ça, on n'a pas besoin de 50 réunions. C'est tu me fais ça à ce prix-là, est-ce que tu peux le faire? Le prix, c'est quel prix et combien tu peux m'en faire? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça veut dire que c'est oui ou c'est non. C'est très simple. Et donc, ça veut dire que nous, on est engagés dans cette démarche-là depuis très longtemps. Et comme on parle le même langage, eh bien, ils comprennent comment ça fonctionne. Et juste avant l'émission, je me suis fait engueuler par un client. Ça arrive. Hein. On leur explique pourquoi. Ils comprennent. Et en fait, ils sont aussi très... comme ils savent... Bienveillants. Exactement. Ils sont bienveillants parce qu'ils savent qu'on travaille avec des gens qui parfois sont un peu compliqués. Mais de la bienveillance, avoir un métier qui a du sens, être un entrepreneur et pas avoir peur d'investir, c'est les maîtres mots de la prochaine génération des entrepreneurs sociaux. Et aujourd'hui, si effectivement, comme dit Jean-Michel, il a un panel de gens qui sont incroyables et qui viennent autour de lui, Linda aussi, nous, à notre petit niveau, il y a des gens qui nous appellent en disant « Comment je peux monter un chantier d'insertion ?» Par exemple, Solidarité Taravo, eh bien, ce monsieur-là, je l'ai eu 1 an ou 2 ans avant son projet, et il est venu voir comment ça faisait, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et c'est important, c'est-à-dire que Jean-Michel ou Linda, quand il y a des projets, ils peuvent venir à la Fallait-Pas pour voir comment ça se passe, parce qu'il faut voir comment ça se passe, parce que l'expérience fait que ça évite des écueils, et surtout, ça fait gagner du temps. Pour l'entrepreneur social, ça c'est important, parce qu'en fait, le temps, potentiellement, c'est de l'argent, et que quand on a une subvention, il faut pouvoir avancer le plus rapidement possible pour être efficient et être efficace. Mais alors, tu as soulevé quand même 2 points très importants, c'est le temps dans tout ce qui va être administratif au niveau des associations et de l'ESS, dis-moi si je me trompe, mais qui est extrêmement long par les institutions qui les subventionnent, en fait. Et le deuxième point, c'est le réseautage. Ouais. C'est comme le temps de l'émission. C'est 2 points très, très importants. C'est comme le temps de l'émission, on n'a pas de temps, en fait, au final. Ah bon? Oui. Parce qu'en fait, l'administratif, ça nous prend un temps pas possible. Oui. C'est toujours trop long. Donc, c'est compliqué. Et les réseautages... C'est gentil de dire que l'émission est trop longue. Hein. et le réseautage, c'est important parce qu'effectivement, c'est ce qui permet d'avancer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que Linda nous a acceptés à la M3E, puisqu'on avait des problèmes de changement de bureau, donc maintenant qu'on y est... on ne peut plus partir. On n'a plus envie de partir. Donc, c'est l'info générale de l'émission. Linda, garde-moi.
C'est vrai qu'on a tous un point commun autour Oui, de c'est la vrai, table, c'est c'est qu'on vrai. est tous à la M3E Mais, quand même. ce qui est fou, c'est qu'en fait, on apprend à se connaître en respectant chacun les différences des autres. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit, bah tiens, Jean-Michel qui me dit, tu me donnes mon numéro de ton menuisier parce que j'ai besoin d'un meuble. Linda, je dis, tiens, Linda, il faudrait que je te vois parce que maintenant que je suis à la M3E, j'ai des idées. Jean-Michel m'a donné ton numéro pour l'émission. Voilà, exactement. Johan, qui est juste en face de nous, il me dit, tiens, je fais une Aléria. Alors bon, malheureusement, ça a été annulé par le préfet. Mais hop, on est partenaire sur la première année. Mais ça veut dire que les restaurateurs qui font partie de l'association Aléria ont été sensibilisés pour la collecte des bouchons. Donc, des gens qui ont des compétences qui sont autour de tout ça, eh ben, on avance. La personne qui est fait Plastic App, eh ben, il m'a appelé en disant, tiens, je voudrais mettre les conteneurs de la Falepa parce que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait se mettre autour de la table pour tous parler, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 4 personnes, mais il faudrait qu'il y ait 40 personnes autour de la table pour parler d'entrepreneuriat social. Ça va être une grande table. C'est évident. Oui, mais c'est important parce que chacun a son sens. Le mec qui fait à de place, il se dit, moi je suis sensibilisé par le plastique, mais en même temps, je veux faire une application pour que ça serve à tout le monde. Donc ça a du sens. Pour pas que le bouchon, comme dit Jean-Michel, dans la nébuleuse, mais surtout que le bouchon qui s'en aille pas dans le caniveau, qui va s'en aller dans la rivière et qui va s'en aller dans la mer. Et quand nous, on va plonger, on va retrouver les masques, on va retrouver les bouchons dans la mer pour 2500 ans, parce qu'effectivement, ça met 2500 ans. Et les microplastiques qui remontent à la chaîne alimentaire. Non mais c'est ça qui est important aussi. Il y a donc, un vrai problème avec cette et je pense gestion du plastique. Pour dire quelque chose aussi qui va peut-être un petit peu choquer, être un entrepreneur classique, entre parenthèses, c'est facile, mais être un entrepreneur social, c'est 2 fois plus dur. Après, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de son profil, ça dépend du Parce que secteur nous, et ça on a dépend en de plus son projet. toute la partie sociale que l'entreprise, en principe, ne devrait pas s'en occuper, mais qu'aujourd'hui, ils sont obligés de venir vers nous. Donc ça veut dire que nous, on va vers eux, mais qu'eux vont vers nous aussi, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les notions liées au suivi des ouvriers, de faire un peu de social dans l'entreprise, et ça, c'est pas possible. Et quand nous, on met des salariés en stage, on les amène à cette dynamique-là. Et les entreprises, nécessairement, sont obligées de venir aujourd'hui, parce que sinon, ils ne trouvent pas de salariés. Merci pour cette petite conclusion, Patrice. Linda, petite conclusion de cette table ronde. De cette table ronde. Tu es habituée aux entrepreneurs dits traditionnels, entrepreneurs et entrepreneuses, mais depuis peu, tu accueilles une association au sein de la M3E. Tout à fait, parce que l'association est une entreprise au sens européen du terme, et que les porteurs de projets que je reçois, que nous recevons, qui viennent dans nos animations ou qui viennent chercher de l'information, très régulièrement, on les renvoie sur la CRES parce que ce sont des entrepreneurs au sens large à qui on va pouvoir transmettre l'explication d'une démarche entrepreneuriale. Et puis, l'aspect ESS va être un aspect supplémentaire, peut-être un peu plus handicapant sur certains aspects, peut-être un peu plus valorisant sur d'autres aspects et sur les valeurs qu'il va porter. Mais c'est d'abord et avant tout un entrepreneur, quelqu'un qui a un projet, qui le construit, qui va essayer de le mener à bien et qui va utiliser les moyens qui seront à sa disposition pour y accéder. Et notre rôle à tous, c'est de les y aider le mieux possible, de leur permettre d'accéder à ces informations qui vont leur permettre de réaliser ce projet ou de le développer, puisque l'objectif, il n'est pas seulement d'accueillir un porteur de projet, mais de permettre de pérenniser ces structures qui ont un rôle économique très, très important. Tu as ouvert la table ronde en parlant de 8000 salariés. À l'échelle de la Corse, c'est un secteur à part entière et c'est un vrai pan de l'économie. Donc un entrepreneur, qu'il soit en économie solidaire et sociale ou qu'il soit dans le secteur traditionnel, c'est d'abord une personne ou un groupe de personnes qui porte un projet et qui porte des valeurs et qui va essayer de les concrétiser. Jean-Michel, une petite conclusion. Moi, je ne ferai pas de conclusion. Je voudrais juste faire une ouverture pour une potentielle autre table ronde, spécifiquement sur le statut société coopérative, puisque ces sociétés, au-delà d'impliquer les salariés dans la stratégie de l'entreprise, elles ont des avantages fiscaux intéressants.
Et je pense que ça vaudrait le coup d'en faire un peu la promotion. C'est noté pour une potentielle table ronde. Je vous remercie à tous les trois. C'était fort intéressant. Ça fait déjà 1 heure, Patrice. Tu te rends compte? J'ai pas vu le temps passer. Eh non. Merci Linda, Jean-Michel et Patrice d'avoir discuté avec moi autour de cette table pour savoir si l'entrepreneur ESS est un entrepreneur comme un autre. Vous en faites ce que vous voulez de nos réponses. C'était un épisode de Capsule soutenu par la M3E et BPI France. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus d'informations et pour connaître la suite des événements. À bientôt.